Quand vous évoquez justement cette exposition de Miguel Río Blanco, là on est à l'intérieur, on voit l'épaisseur des cimaises. C'est intéressant quand vous dites on ne se contente pas de mettre des images sur les murs, même si parfois vous remplissez les murs, on le verra tout à l'heure avec quelques expositions. Il y a aussi des vrais partis pris scénographiques entre la salle du haut, qui est en général plutôt sculptée par la lumière, et celle-ci, en général sculptée par des cimaises avec une véritable épaisseur. C'est-à-dire que vous réorganisez l'espace véritablement à chaque exposition. Je n'ai jamais vu deux fois la même scénographie. Et je crois comprendre vous travaillez essentiellement avec un scénographe. Alors, dans l'équipe du bal, nous avons Il y a un scénographe hors pair qui s'appelle Cyril Delhomme. Et les expositions au bal sont le résultat de cette complicité entre les co-commissaires, les artistes, Cyril Delhomme, moi en tant que co-commissaire ou simplement parfois en tant que puissance invitante, et toute l'équipe du bal, puisqu'il y a toute une équipe du bal qui produit et qui accompagne tout le processus. Également, le processus d'édition du livre. Donc oui, alors les espaces d'exposition du bal. En haut, vous avez un espace beaucoup plus bas, beaucoup plus petit, beaucoup plus intime, qui permet un accrochage plus classique, qui permet aussi un moment introductif. On pénètre dans l'exposition, on essaie de comprendre de quoi il va s'agir, quel est le thème, ou quelle est la question qui est posée, ou quel est l'artiste qui va être exposé. Et puis, on descend dans cet espace qui est l'ancienne salle de bal du bal, qui fait 5 mètres d'auteur sous plafond, et que nous investissons par, effectivement, une scénographie qui n'est jamais trop présente, hein, ça pourrait être un risque, qui ne prend jamais le pas sur la puissance d'évocation des œuvres, mais qui, effectivement, à chaque fois, renouvelle l'espace et renouvelle aussi, qui accompagne la compréhension des visiteurs. Je pense que quand vous dites que nous avons rempli le Val d'Images, vous pensez à cette très belle exposition que nous avions faite d'Antoine d'Agata, où 3000 images occupaient les murs du bal du sol au plafond, et également se juxtaposer et se coller les unes dans des niveaux différents d'appréciation de l'image. Et c'était une exposition qui a eu énormément de succès, qui était une exploration du parcours incroyablement complexe d'Antoine d'Agata, et à la fois très spectaculaire. Et donc comment mêler à la fois l'attirance visuelle pour cet objet qu'il a créé, c'est comme s'il avait créé une œuvre au bal à partir de ses œuvres, et à la fois comment rentrer dans le cas d'Antoine d'Agata, dans sa vision extraordinairement critique de la société de consommation, de voyeurisme, de libéralisme, avec tout dans ce qu'il a de plus abject dans ses conséquences sociales, etc., etc. Donc on rentrait vraiment dans une sorte de méandre, dans les méandres de l'esprit d'Antoine d'Agata. Et la scénographie n'était pas gratuite, elle était vraiment un support pour mener ce chemin. Alors d'Agata, c'est inévitablement un regard sur le corps, un regard sur l'humain. Ici, il me semble que l'humain est central. Je ne pense pas qu'il y ait quasiment une seule photographie sans présence humaine, de gens dans la rue, de gens ordinaires. Si on voit l'exposition d'avant, et vous la citiez tout à l'heure, Yasmina Benabderrahmane, il y a beaucoup de gestes qui sont aussi des gestes résolument humains, des gestes je dirais des gestes à l'ouvrage, des gestes de gens ordinaires, des gestes qui travaillent. Il me semble que cette question de l'humain, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans votre programmation. Non seulement elle revient, mais elle est au cœur. C'est-à-dire le sujet du bal ce n'est pas un sujet esthétique déconnecté de toute réalité sociale, économique, politique. Quand je vous disais la phrase d'Agamben, de quoi sommes-nous les contemporains, on parle bien de ça, on parle bien d'un homme parmi les hommes, un artiste comme homme parmi les hommes. C'est le sujet du bal. Donc, dans le cas de Miguel Río-Blanco et de cette exposition, Miguel Río-Blanco a un parcours assez étonnant puisqu'il était fils de diplomate, donc il a été élevé toute sa vie alors qu'il est brésilien hors de son pays. Il a été élevé en Suisse, il a été élevé en Espagne, il a été élevé aux États-Unis. Et donc, quand il revient à peu près à 30 ans dans son pays, en tant que photographe et cinéaste, il va découvrir ce pays. Et là, nous montrons exactement, c'est à peu près 15 ans, où il est totalement photographe, documentaire, il photographie sur le vif,
sans orchestrer la réalité, sans la mettre en scène, sans recadrer ses images. Et pour autant, il le fait avec le regard d'un peintre, parce que à partir de l'âge de 15 ans, il va vouloir être peintre. Il va exposer très tôt dans des galeries. Et c'est ce regard de peintre, mêlé à cette préoccupation de ce que les hommes dans son pays sont devenus, qui constitue le sel, le joyau, l'incroyable vision de cette exposition. Parce qu'il est assez loin des codes documentaires de son époque. Vraiment, la qualité de la couleur, de la composition, ce qu'il parvient à saisir des gestes, des cicatrices, de la confrontation d'un corps avec un lieu. Ici, vous êtes, par exemple, là où je parle, je suis dans un espace de l'exposition qui représente un quartier symboliquement de Salvador de Bahia, qui est le Pelourinho. Pelourinho, ça veut dire petit pilori. Vous savez que Salvador de Bahia était la grande capitale pendant des siècles du Brésil esclavagiste. Et donc, Miguel Rebranco, dans les années 70, redécouvre ce quartier de Salvador de Bahia, où les grandes demeures des propriétaires de sucre, de plantations de sucre, qui employaient des milliers d'esclaves, sont à l'abandon, puisqu'ils ont quitté le centre de Bahia pour aller dans d'autres environnements plus vastes et plus confortables. Et dans les années 70, ce quartier est occupé par une population très pauvre. Et c'est cette confrontation de ces corps, mais aussi de cette force de vie, qu'on voit très bien sur les images, que décrit Miguel Rebranco, qui est intéressante. L'homme face à l'histoire de son pays, de sa ville, de son quartier. On sent très bien qu'il a été influencé, Miguel Rebranco, non pas par une tradition documentaire de la photographie, mais plutôt par des avant-gardes, comme il est passé par New York, Rauschenberg. On sent l'influence du pop, on sent l'influence de peintres qui auraient pu le marquer sur le traitement des couleurs, de la composition. Et à la fois, il est comme un homme de la Renaissance, c'est-à-dire qu'il a un intérêt formidable pour l'homme en perspective, mais également pour le fait que les obliques, la géométrie de l'image doit soutenir ce que l'image dit. Et donc c'est une géométrie très subtile, c'est une géométrie faite de formes qui se distinguent à peine dans l'image et pour autant qui la structurent. Et ça, c'est très beau, c'est ce qui m'intéresse de montrer, c'est comment, à cet instant-là, Miguel Rebranco va inventer un langage qui n'appartient qu'à lui, et qui, pour autant, éclaire d'une nouvelle intelligence et d'une nouvelle sensibilité le monde dans lequel nous vivons. Alors vous citez Rauschenberg et vous aviez cité tout à l'heure Sigmar Polk, que vous avez exposé. C'est vrai que dans l'absolu, moi je suis la ligne éditoriale, curatoriale du bal. On ne pense pas immédiatement à Sigmar Polk, et c'est vrai que la photographie, elle est omniprésente dans le travail de Sigmar Polk, même si ce n'est pas forcément ce que l'on repère devant ces grands formats. Et donc vous décidez justement, et c'est là où on retrouve la plasticité de la thématique image-document. Vous montrez un Polk qu'on connaît peu, un Polk qu'on n'a pas vu au Musée d'Art moderne, un Polk qu'on ne voit pas en galerie. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'exposition, elle est née, de mon amour pour son travail, et évidemment l'incapacité au bal d'emprunter des œuvres dont simplement la valeur d'assurance représente le budget annuel du bal. Donc voilà, c'est une impossibilité. Donc comment, dans une impossibilité, dans un cas pareil, peut-on retourner la situation? Et il se trouve que j'ai découvert une exposition dans un musée en Allemagne qui montrait justement, à partir d'une découverte incroyable qui était quelques caisses de photographies que Sigmar Polke avait laissées à son fils, Georg Polke, qui montrait donc comment Sigmar Polke utilisait la photographie pour peindre, mais pas seulement, aussi comme un langage autonome. Et donc c'était absolument fascinant parce que cette exposition était une exposition d'études en quelque sorte, où on voyait la beauté incroyable des manipulations, puisque Sigmar Polke tirait lui-même. Il était absolument fasciné par l'alchimie de la photographie, du tirage. Donc il a tenté toutes les expérimentations possibles et imaginables dans son laboratoire, assisté de son fils justement, qui se souvient que tout petit, il était au milieu des bacs de révélateurs, et comment l'image était transfigurée, l'image d'abord de la réalité transfigurée par
la vision de Sigmar Polke dans sa chambre noire. Et ça, c'est merveilleux, si vous voulez. On comprenait à la fois qu'il voulait avaler le monde, tout photographier, que tout était bon à photographier, que tout devait être photographié, qu'il n'y avait pas de hiérarchie dans le sujet des images, et à la fois que ce qui comptait le plus, c'était sa vision de l'alchimie des hommes, de la folie des hommes, qui quelque part transparaissait dans ces formes diluées, dans cette réalité complètement transfigurée qu'il allait mettre au jour. Et donc, oui, c'est quelque chose qui... Là, on est loin de l'image document. Pour autant, les images, au départ de Sigmar Polke, sont bien des images documents qu'il va donc mener ailleurs. Et c'est cet ailleurs. Et se mener, vous voyez, tout le bal est dans se mener. C'est-à-dire, quel est le chemin de Sigmar Polke, intellectuel, sensitif, pour, à partir d'une représentation du monde, dire quelque chose qui n'appartient qu'à lui. Un chemin, j'imagine, qu'on pourrait faire aussi avec des gens comme Gerhard Richter, auquel Bien vous sûr. avez peut-être pensé. Absolument, et qui est, comme vous le savez, Sigmar Polke et Gerhard Richter ont démarré en même temps. Ils font leur première exposition en même temps dans les années 60. Et donc, comment leur chemin va se séparer, ça, ce serait vraiment aussi l'objet d'une exposition formidable, parce que très rapidement, ce qu'ils ont à dire, leur sensibilité diverge. Et on a bien vu au bal que ce qui est privilégié par Sigmar Polke, c'est une sorte de folie intérieure qui serait projetée sur le monde, lui-même fou, qui vous renvoie à votre propre folie, quelque chose comme ça. Et Gerhard Richter va prendre une voie toute différente.